Imaginez une nuit plutôt calme, et puis soudain le bruit, des explosions terribles qui déchirent le ciel, quelque part dans l'est de la RDC. Une atmosphère qu'on connaît. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble des opérations militaires très récentes signalées dans le Nord Kivu. On parle de quoi exactement? Eh bien, de frappes de drones menées par les FARDC, l'armée congolaise, contre des positions du M23. Mhm. Ce groupe rebelle dont on dit, enfin, dont nos sources disent qu'il est soutenu par le Rwanda, par la RDF. C'est ça. Alors, ces infos, elles viennent d'où? Principalement de rapports de terrain. On a vu passer des choses comme Afro-Info 243, par exemple, qui décrivent ces événements. Notre but, là, maintenant, c'est de démêler un peu tout ça. Ce qui s'est passé à Buléza, puis près de Rutshuru. Comprendre l'impact sur les gens, sur les civils, et puis regarder les récits qui, parfois, divergent complètement. Bon alors, on y va? Oui, allons-y. Et c'est important, je crois, de rappeler juste le contexte général. On est dans un conflit qui dure, qui s'enlise entre les FARD, souvent aidés par les groupes Ouazalando, ces groupes d'autodéfense locaux. Oui. Et le M23 RDF. La situation est hyper volatile. Et il faut vraiment insister là-dessus. Vérifier les infos de manière indépendante, c'est très, très compliqué sur place. Absolument. Alors, commençons par Buleza, dans le territoire de Walikale. Les infos parlent d'une opération de nuit entre le mercredi 1er et le jeudi 2 octobre. Un drone des FARDC, Un CH4, c'est ça? le modèle est mentionné. Exactement. Un CH4. Apparemment assez discret en vol. Ce drone aurait survolé et bombardé des positions du M23. Buleza était sous leur contrôle à ce moment-là. Oui, et ils y auraient eu pas mal de positions, notamment sur les collines autour. C'est un avantage tactique, évidemment, d'avoir un drone discret pour ce genre d'opération surprise. Surprise, oui. Et efficace, on imagine. Les habitants, eux, ils ont entendu au moins 3 grosses explosions en pleine nuit. La peur, le choc. Ces frappes visaient donc, a priori, l'appareil militaire du M23 là-bas. Oui, et ce qui est intéressant avec Bouleuza, stratégiquement parlant, c'est que plusieurs sources indiquaient qu'il y avait eu un regroupement récent de forces M23 là-bas. Assez important même. Ah oui. Pourquoi là? L'idée, c'est qu'ils auraient été, disons, repoussés, d'ailleurs, ou qu'ils se seraient repliés après des bombardements, notamment près d'un lieu appelé Pont au Mini. D'accord. Donc, Bouleuza, ça aurait pu devenir une sorte de nouvelle base arrière pour eux. Un point pour se regrouper, se renforcer. Une base arrière pour préparer quoi, au juste? Est-ce qu'on a une idée? Certaines analyses suggèrent que, enfin, c'est une hypothèse, que le but était peut-être de préparer des attaques. Peut-être sur Pinga. C'est une cité assez stratégique dans le coin. Pinga, oui. Donc, si fait ça, l'utilisation des drones par les FARDC, ça prend tout son sens. Observer discrètement, voir où ils se massent, et puis frapper. Frapper des endroits peut-être difficiles d'accès au sol, avec le relief qu'il y a là-bas. C'est une façon d'essayer de couper l'herbe sous le pied en quelque sorte. Et bien sûr, comme toujours, les civils. Impact immédiat, dramatique. Les descriptions parlent de positions rebelles en feu sur les collines, visibles depuis le village. Mm. Du coup, panique générale. Dès la nuit, des gens ont fui. Certains vers Miri, dans le territoire voisin de Lubero, d'autres dans la brousse. C'est le schéma classique et terrible de ce conflit. La peur prend le dessus. Même si les frappes visent les combattants, la proximité du danger, ça rend la vie juste impossible. Les gens partent avec rien pour chercher un peu de sécurité ailleurs, une sécurité souvent très relative. Et ceux qui sont restés, les sources disent que certains se sont juste terrés chez eux, paralysés par la peur ou sans autre option. Le lendemain matin, jeudi, les écoles sont restées fermées à Bouleza. La peur, toujours. Oui. Et le bilan humain de ces frappes? Hmm. Sur les combattants M23 ou d'éventuels civils touchés, les sources sur place disaient que ça restait inconnu au moment des faits. Et ça aussi, c'est une constante tragique. L'incertitude sur le bilan. L'accès est difficile, la communication coupée, parfois il y a une volonté de cacher les pertes, donc savoir rapidement qui a été touché, combien de victimes, c'est quasi impossible. Ça ajoute à l'angoisse, évidemment. Bon, alors, quittons Bouleza et allons voir dans une autre zone, toujours dans la même période. Rutshuru. Là aussi, on parle de frappe de drone, FARDC. La cible aurait été un centre de formation ou un camp militaire du M23 à Pena. D'accord. Mais c'est surtout un autre incident, juste après et juste à côté, qui a fait parler et qui pose question. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peu après ces frappes sur Pena, 3 maisons d'habitation ont été détruites, ou en tout cas très abîmées. C'était dans un village nommé Kisili.
C'est tout près du centre de Rutshuru, à 3 kilomètres à peine. Donc une zone habitée. 3 maisons détruites. Et comment? Par les drones aussi? Alors c'est là que ça se complique. Les versions divergent très vite. Mais si on suit le récit des sources locales, tel qu'il est rapporté dans nos documents, il y a une séquence assez précise qui est décrite. D'abord, les frappes FARDC sur le camp M23 à Pena. Ok. Ensuite, les combattants M23 sur place auraient tenté de réagir, d'abattre le drone FARDC qui était peut-être encore en train de survoler la zone. Ah d'accord, ils auraient tenté de l'abattre. Et avec quoi? Avec des tirs de mortier, d'après ces sources locales, des calibres de 80 ou 120 mm apparemment, des armes assez courantes là-bas. Oui, tout à fait. Et le récit qui nous est parvenu, c'est qu'un de ces obus de mortier tirés vers le drone aurait raté sa cible Hmm. et serait retombé sur ces 3 maisons à Kissicile. Ah, donc selon cette version, ce ne serait pas une bombe du drone FRDC qui aurait touché les maisons, Non, mais un obus de mortier du M23 qui aurait raté sa cible initiale, le drone. C'est exactement ça selon cette version des faits. Et précision importante, toujours d'après ces mêmes sources locales, heureusement, il n'y aurait pas eu de victimes civiles, seulement des dégâts matériels, mais bon, des maisons détruites, c'est énorme. oui bien sûr. Mais si cette séquence est la bonne, ça illustre de façon dramatique les dangers indirects, hein. Une tentative d'interception qui rate, et ça a des conséquences terribles au sol, surtout quand ça se passe au-dessus ou près des habitations. Oui, mais et c'est là que ça devient vraiment complexe et ça montre bien d'autres enjeux. Cette version n'est pas restée sans réponse. Très vite, apparemment, le M23, via ses relais, a commencé à diffuser des images. Des images des maisons détruites à Kissicile. Et ils disaient quoi, eux? Eh bien, ils accusaient directement les phares d'essai. Ils disaient, regardez, c'est le résultat des bombardements de leurs drones. Et là, on voit démarrer quasi instantanément une bataille de communication. Chaque camp essaie d'imposer sa version avec des images chocs, mais potentiellement sorties de leur contexte ou interprétées. C'est malheureusement classique, les images frappent, mais elles ne disent pas tout, surtout diffusées comme ça à chaud par une des parties au conflit. Exactement. Et c'est là qu'une autre source, Tazam RDC Info, apporte un élément d'analyse intéressant. Il cite un expert militaire anonyme dont l'analyse technique vient semer le doute sur la version M23, du moins pour cet incident précis de Kississi. Une analyse technique, qu'est-ce qu'elle dit? Comment on peut différencier l'impact d'une bombe de drone et celui d'un obus de mortier? Mais l'argument de cet expert, tel qu'il est rapporté, est assez précis. Il pense que c'est peu probable qu'une bombe de drone, même une petite bombe comme celle des CH4, cause ce type de dégâts sur ce type de maison. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne colle pas? Selon lui, une bombe aérienne, sur une maison en briques de terre ou en boue séchée comme on en voit beaucoup là-bas, ça aurait un effet beaucoup plus dévastateur. Il dit même qu'elles auraient été réduites en cendres, pulvérisées. Hmm. Or, les images qui ont circulé, même si elles montrent des dégâts très sérieux, laisseraient voir des morceaux de mur encore debout, des bouts de toit. D'accord, la structure ne serait pas totalement anéantie. Voilà. Et ce genre de dégâts, des murs effondrés mais pas pulvérisés, une structure encore un peu visible, Ça correspondrait mieux à l'impact d'un mortier. oui, c'est ce que dit cet expert. L'effet d'un obus de mortier est souvent plus localisé, même s'il est destructeur, que le souffle d'une bombe aérienne. Donc, c'est une analyse technique qui contredit assez directement le récit du M23. C'est un éclairage important, effectivement. Mais est-ce que ce genre d'analyse, forcément un peu plus technique, un peu plus nuancée, a une chance face à la puissance des images et des accusations directes dans le flot d'infos et de désinformation? C'est toute la question. C'est difficile. L'émotion immédiate, la simplicité d'une accusation, ça l'emporte souvent sur l'analyse technique qui demande un peu plus de temps et d'attention. Surtout quand c'est appuyé par des images fortes. Oui. Et pour ajouter à la confusion, les sources locales du début, celles qui parlaient du tir de mortier raté, elles mentionnaient aussi que sur place, à Kissicile, des membres du M23 auraient essayé d'empêcher les gens de filmer la scène, Ah oui. même si un habitant aurait quand même réussi à prendre des images. Ce qui, bon, si c'est vrai, ça pose question sur leur volonté de transparence, hein. Ça ne renforce pas vraiment la crédibilité de la version qu'ils diffusaient par ailleurs, hein. Disons que ça n'aide pas, non. Exactement. Ça soulève des questions sur la volonté de contrôler le récit dès le départ. La guerre de l'info, c'est vraiment une dimension essentielle de ces conflits aujourd'hui. Les images deviennent des armes, on oublie le contexte, et l'analyse critique, elle, prend du temps.
un temps qu'on n'a pas toujours avec la diffusion instantanée. Pour essayer de comprendre, il faut croiser les sources, évaluer la plausibilité technique, rester prudent. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de ces événements du 1 et 2 octobre, qu'est-ce qu'on retient? D'un côté, on a des signes assez nets d'opérations militaires ciblées des FARDC avec des drones. Contre le M23, à Buluza, à Poina. Oui, ça semble indiquer une utilisation peut-être plus intense, plus offensive de ces drones par le gouvernement, avec un impact humanitaire direct, la peur, les déplacements forcés à Boussélouza, ça c'est clair. Et puis il y a cet incident à Kisicile, 3 maisons touchées. La version la plus détaillée qu'on ait, celle des sources locales, appuyée par une analyse technique, pointe vers un tir de mortier M23 qui a mal tourné, c'est ça. Mais cet incident devient aussitôt un enjeu de communication. Le M23 accuse les FRDC, sort des images. C'est un exemple parfait de cette double bataille sur le terrain et dans l'information. Et si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça dit de la dynamique générale du conflit au Nord Kivu en ce moment? Plusieurs points me semblent importants. D'abord, oui, cette intensification probable de l'usage des drones par les FARDC. Ça peut changer des choses, tactiquement. Frappe plus loin, meilleure surveillance, ciblage de chef peut-être. Mhm. Mais ça ne supprime pas les risques d'erreur, les dommages collatéraux, ou comme à Akisili, les conséquences imprévues des réactions adverses. La technologie, ça ne règle pas tout, ça amène aussi de nouveaux problèmes. Et le problème de l'information. Il est central, plus que jamais. Ces événements montrent encore une fois comme il est difficile d'avoir une image claire, complète, vérifiée de ce qui se passe vraiment. En temps réel, c'est presque impossible. D'ailleurs, nos sources notaient qu'à ce moment-là, les FARDC n'avaient pas communiqué officiellement sur ces opérations. Ah oui, pas de communication officielle. Non, ce silence, bon, il peut être stratégique, mais il laisse aussi la place à toutes les interprétations, à la désinformation. Le fameux brouillard de la guerre, il est encore plus épais avec la vitesse du numérique et la manipulation de l'info. Et au milieu de tout ça, des stratégies militaires, technologiques, informationnelles, il y a les gens, les populations civiles. Toujours, et c'est ça le plus tragique et le plus constant, leur vulnérabilité. Ils sont pris entre deux feux, au sens propre, touchés directement par les combats, mais aussi indirectement, la peur qui paralyse tout, les déplacements qui ruinent des vies, et puis les effets de la propagande, de la guerre psychologique, qui divise, qui crée de la méfiance. C'est leur sort qui reste l'enjeu humain principal. Donc, pour résumer notre discussion, les frappes de drones sur Buluza et Penagena, ça marque une étape, peut-être, dans l'utilisation de cette technologie par les FRDC. Et puis la controverse autour de Kisicile, c'est vraiment un cas d'école de la complexité au Nord Kivu. La vérité est difficile à établir, prise dans un conflit qui se joue sur le terrain et dans les récits qu'on en fait. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour finir. Face à cette combinaison de technologies militaires comme les drones et de diffusion ultra rapide d'images, de récits contradictoires, comment faire? Comment nous, observateurs, analystes, humanitaires même, comment peut-on essayer de discerner au mieux ce qui s'est réellement passé? Et quelle est la responsabilité des acteurs du conflit, pas seulement dans leurs actions militaires, mais aussi dans la façon dont ils communiquent ou désinforment? C'est une question clé des guerres d'aujourd'hui et elle reste, je crois, largement ouverte.